Nafissatou Dia Diouf, cirque de Missira. Masque Bassari. Quelques coups secs frappaient à la porte, un grognement sourd à travers le lourd battant de bois, et il se retrouvait devant lui, comme un chien répondant à son maître. « Vous m'avez fait quérir, professeur » demanda l'homme haletant. « Oui, oui, Sukura, assieds-toi. » Dans le grand bureau aux tentures de velours bleu roi, se dressait fièrement un immense secrétaire d'acajou, surmonté d'une plaque de verre. Dans un savant désordre qui, il le savait, n'avait pas de désordonné que l'apparence, s'étalaient des piles de dossiers aux couleurs disparates, un ensemble presse-papier, peau à crayon, sous-main de cuir brun et doré, une collection de matrioshkas, du plus kitsch effet, et une petite lampe très design, années 70, qui diffusait une lumière tamisée, donnant à la pièce une atmosphère cosy. Les épais rideaux, à demi tirés, protégeaient la pièce d'une luminosité trop vive, sans pour autant entraver la vue que l'on avait sur l'océan. La masse voûtée du professeur vieillissant, assis dans un fauteuil capitonné, se découpait devant une bibliothèque colossale, du même bois que le bureau, impressionnante par son allure et par les milliers de livres qui y trônaient. Ce puits de science les avait sans doute tous lus, peut-être même relus des dizaines de fois, pensa pour soi notre homme. Devant Sakura, debout, s'offrait un fauteuil imitation style Louis XV et une chaise assortie, dans la même tapisserie un peu râpée. Tel l'âne de Buridan, il ne savait lequel choisir. Tout l'ameublement lui semblait du plus chic et, justement, il se sentait étranger au cadre du vieux maniaque, aux manières précieuses, le plus éminent chercheur de l'IFAN, professeur universitaire dont la chaire représentait, dans son imaginaire de sous-fifre, davantage qu'un trône d'empereur. Comme chaque fois que le professeur l'appelait dans son bureau, il était pris d'une furieuse envie de ressortir en courant, de saisir dans la cour de l'établissement un petit banc en rogné et de revenir s'asseoir au pied de la table avec un ou deux jappements exaltés pour compléter le tableau. « Eh bien, assieds-toi donc » s'impatienta le professeur. Il s'exécuta, posa précautionneusement une fesse sur la chaise capitonnée de pourpre. Le professeur prit une profonde inspiration, comme s'il cherchait ses mots. Il retira ses grosses lunettes rectangulaires, leva les yeux au plafond, quelques secondes, puis les plongea dans le regard fuyant de son vis-à-vis. « Voilà, Sakura, tu es mon plus fidèle assistant, n'est-ce pas ? Depuis 10 ans que nous travaillons ensemble, tu as fait montre d'un sérieux et d'une discrétion que j'apprécie beaucoup, même si je n'ai jamais eu l'occasion de te le dire. Tu n'ignores pas que je suis près de la retraite à présent. J'ai consacré pratiquement toute ma carrière à la recherche. Eh bien, je vais t'apprendre une chose. Figure-toi que malgré mes nombreuses publications, l'objet de mes prospections et les motifs de mes plongées sous-marines tout autour de la presqu'île ne sont pas la découverte des témoignages matériels laissés par les futurs esclaves des Amériques en quittant Gorée. Il se tut un instant, tentant de mesurer la stupeur de son interlocuteur. Sakura était plus intrigué qu'étonné. Il se demandait où le vieil homme voulait en venir. Il l'avait bien entendu accompagner très souvent dans ses missions sous-marines et avait consigné avec lui des milliers d'objets inutiles, avec une minutie d'entémologiste au cœur d'une forêt tropicale. Il se souvenait de toutes ces années où il passait davantage de temps sur l'eau que sur la terre ferme, lui qui n'avait pas le pied marin et qui s'agrippait au rebord de la petite barque, pas plus grande qu'une coque de noix, le cœur au bord des lèvres. Toutes ces années durant lesquelles, sous ses dehors laborieux, il mourait d'ennui intérieusement et réprimait ses bâillements
dès que le professeur refaisait surface. Il réalisait seulement maintenant pourquoi le vieil homme tenait à effectuer ce travail harassant de plonger tout seul, sans l'aide de plongeurs chevronnés. À la longue, le vieil homme arrivait à supporter des apnées qui duraient plusieurs minutes, au point que Sakura se demandait si son maître n'était pas doté de branchies. Un peu déçu du manque d'effusion de son assistant, décidément toujours égal à lui-même, le professeur poursuivit. En réalité, je suis à la recherche d'un coffre qu'aurait jeté à la mer un amiral anglais qui dirigeait un des galions en partance pour le Nouveau Monde. Ce coffre contiendrait un masque d'une valeur inestimable. Non pas la valeur vénale qui doit pourtant être considérable, mais surtout la valeur historique. Les musées du monde entier voudront se l'arracher, mais tu vois, il restera ici, au Sénégal, et Dakar brillera d'une nouvelle aura culturelle et historique. Il s'enfiévra en disant ces mots. Sur son ton était monté d'une octave, et de fines gouttelettes perlaient sur son front. Ses doigts noueux se crispaient en de stridentes égratignures convulsives sur la surface vitrifiée du bureau. Il se ressaisit, cependant, pour continuer. Bon, point de digression. Pour ta compréhension, je vais te faire un peu la genèse de cette découverte. Lors de mes séjours en Grande-Bretagne, il y a près de 20 ans maintenant, j'ai visité le Musée national de la mer à Londres. Et c'est dans ces archives que j'ai trouvé le journal intime de cet amiral qui a fini fou et que l'on disait mythomane. Si bien que personne ne l'a pris au sérieux à l'époque. Encore moins maintenant qu'il est tombé dans l'oubli. Personne, évidemment, n'a mené de recherche sur les faits qu'il décrivait dans son journal et sur les repères extrêmement précis qu'il donnait. C'est alors que je me suis intéressé à cette histoire. Un peu par jeu au départ, je dois l'admettre. Puis, les indices convergent. J'ai commencé à y croire sérieusement. Selon le vieux professeur, l'amiral anglais avait été, semble-t-il, pris de remords face à la spoliation de l'Afrique noire que l'on privait de ses plus belles pièces d'artisanat et de culte. En partance pour l'Amérique, il bascula le coffre par-dessus bord à la faveur de la nuit. Mais, à travers mes lectures répétées de son très riche journal, je me rends compte que ses motivations profondes étaient surtout de traverser les siècles et de faire parler de lui bien après sa mort. Selon les indications figurant dans le journal, et selon mes calculs, j'ai estimé la position approximative du coffre à 45 degrés au nord de l'île de Gorée. Alors, profitant de mes plongées régulières, je me suis peu à peu écarté de Gorée pour arriver dans une zone se situant approximativement ici. Il pointa un doigt fébrile sur une carte dépliée à l'envers face à son interlocuteur. La zone était entourée d'un cercle rouge et diverses inscriptions étaient griffonnées sur le bleu de la mer. Il jeta un coup d'œil à son vis-à-vis qui, médusé, ouvrait de grands yeux sans comprendre. Lisant dans ses pensées, le professeur poursuivit. « Tu vois maintenant te demander quel est le rapport avec toi ? Bien. J'ai aujourd'hui 65 ans et cette découverte qui est imminente sera le point d'orgue en même temps que la consécration et le terme en beauté de ma carrière. Suite à des problèmes d'arthrose et d'insuffisance cardiaque, je n'ai pas pu plonger depuis de longs mois. J'en ai profité pour beaucoup réfléchir et affiner mes calculs. Aujourd'hui, je suis sûr de connaître l'endroit exact où se trouve le coffre. J'en parle donc pour la première fois en 2 décennies de recherche. Et c'est à toi que je le fais, parce que tu es mon meilleur assistant à ce titre. Je te juge digne de m'accompagner pour effectuer les plongées à ma place. Sakura tressaillit. En 10 ans de collaboration, c'était la première fois qu'il découvrait au professeur, malgré la fatuité incurable du personnage, un soupçon d'humanité.
Avant lui, les assistants s'étaient succédé au rythme d'un tous les 2 à 3 mois, soit qu'ils ne fissent pas l'affaire aux yeux du trop exigeant professeur, soit parce qu'ils n'avaient nerveusement pas tenu la cadence. Pour lui, ces révélations étaient une première victoire sur la bête qui, bien que restant imbu de sa personne, avait tout de même reconnu les talents de son assistant et surtout pris la mesure de ses propres limites. Encore sous le choc de ces révélations, mais conscient que, rompant un monologue de plus d'une heure, le professeur sollicitait implicitement de sa part une réaction. Sakura bredouilla. Mais, professeur, ce serait un grand honneur de... Parfait, coupa le professeur, qui en quelques secondes avait repris son attitude martiale. Nous plongerons dans une semaine. Je te serai gré de veiller à ce que tout l'équipement soit prêt. Prépare le matériel de plongée en double. Je plongerai peut-être, moi aussi. Et surtout, pas un mot de tout cela à quiconque. Pas même à ta femme. Jigen Sopal Teboul Woulou, a dit Coq Barma. Aime ta femme, mais ne lui fais pas confiance. Aphorisme attribué au sage Coq Barma.